Alors aujourd'hui, on accueille Quentin Muller. Putain, ça c'est une bonne intro ça. C'est pas mal, hein. Ça manquait un peu de pep sur cette intro parce qu'il y avait tous les problèmes techniques, etc. Mais là c'est une bonne intro, ouais. Quentin, du coup, qui est un grand reporter. Ouais, grand, j'aime pas le terme grand, c'est un peu pompeux. Tu sais, c'est les trucs, tu sais, c'est les. Non, je parlais de ta taille. Ah ouais, je suis pas si grand que ça. À votre avis, je fais quelle taille Non, me baisse pas. T'es quand même un reporter qui est parti au Moyen-Orient Ouais. et tu vas nous dire un peu pourquoi. Toi, si t'es là, c'est surtout pour parler de l'importance de l'indépendance des médias. Tu vas nous parler aussi de ce que t'as vécu avec Marianne, les médias. Moi, j'ai rejoint donc Marianne, qui est un hebdomadaire. C'était il y a 1 an et demi, en tant que rédacteur en chef adjoint du service international. Donc ça faisait 10 ans que j'étais pigiste. Donc j'étais reporter indépendant. Moi, j'avais besoin de me poser un peu. J'étais fatigué. Les opportunités de job comme ça sont rares, tu vois. C'était la première fois que je rentrais réellement dans une rédaction et je faisais partie réellement d'une équipe. Donc ça, j'avais envie de ça. Et donc, du coup, c'est ton premier poste en tant que chef. Voilà, Trop bien. exactement. Donc, si tu veux, je suis arrivé avec une vision de ce métier et je savais que je rejoignais une rédaction avec qui j'étais pas toujours en accord sur plein de valeurs, mais en même temps, c'était bien d'arriver à l'intérieur et de lutter. Et ce que j'aimais chez Marianne quand on m'a recruté, c'est que, et quand j'ai compris au bout de quelques semaines qui était qui, c'est que c'était un espèce de milkshake boogie-boulga. Il y avait des gens qui venaient de tous bords politiques, qui avaient des sensibilités politiques différentes, des avis différents, et il y avait une espèce relative harmonie entre tout ça. Et tout ça fonctionnait dans une espèce de symphonie un peu chelou, un peu étrange, contrairement à d'autres médias où tu as vraiment une espèce de ligne directrice où tu vas lire toujours la même chose. Nous, parfois, il y avait même des papiers qui se contredisaient. Moi, j'écrivais un truc, on pouvait écrire quelque chose, mais qui n'était pas du tout en termes de valeur, tu vois. Parce que bon, moi, j'ai jamais écrit mes opinions, mais parfois, il y avait des papiers qui se répondaient, limite, tu vois. Des journalistes qui se répondaient au sein même de cette rédaction. En mode, putain, Jean, tu dis de la merde sur mon article, ils répondent. Non, mais il y a des gens, il y avait des clashs énormes. Ah ouais, putain. Il y a des clashs énormes. Moi, parfois, une fois, j'ai failli en venir aux mains. Ça se clashait. À la fois, il y avait aussi, c'était une espèce de grande famille où les gens s'appréciaient aussi mutuellement malgré leurs désaccords. Et toujours une grande famille où tu as le clone un peu gênant, néo-fasciste. Bref, c'est un repas de famille classique qui part en couille. T'as la tante un peu dingue qui est complotiste. Ah ouais, Donc t'avais des profils très étranges et à la fois des gens brillants aussi que j'appréciais beaucoup. Donc moi, dans cette espèce de machine-là, j'étais venu pour essayer de calmer un peu ma vie, où je voyageais énormément. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il y a un camion de 3 tonnes qui m'a roulé dessus, quoi. Pendant 1 an et demi. Il fallait se battre souvent pour faire passer ta vision du journalisme. Moi, ma vision, c'est une vision très terrain, reportage, témoignage, nuancé. C'est jamais noir ou blanc. La réalité, elle est toujours très complexe, très riche. Donc j'étais là pour apporter toujours des nuances. Je commandais des reportages au Brésil, dans des pays qui sont très peu couverts, parce que je voulais aussi mettre de la lumière sur des causes, sur des voix qui étaient invisibilisées. Donc j'essayais, via moi, ma vision du journalisme, d'apporter quelque chose à ce magazine et surtout à cette rubrique internationale. Et puis, donc j'ai eu une vraie liberté. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était Natacha Polony. On peut penser ce qu'on veut de Natacha Polony. Moi, j'étais pas toujours en accord avec ce qu'elle pouvait dire, mais c'était une éditorialiste et elle était à l'époque chef de Marianne. Je trouvais qu'intellectuellement, elle était incroyable. Et sur le conflit israélo-palestinien, c'est l'une des seules éditorialistes. Parce que tous les autres hebdos, genre Le Point, Valeurs Actuelles, L'Express, etc., totalement pro-Israël. Natacha Polony, moi, elle m'a donné une vraie liberté. Elle m'a même soutenu quand, en face de moi, j'avais des gens qui étaient totalement pro-Israël dans la rédac de Marianne. Elle m'a soutenu parce que moi, j'apportais une nuance et surtout, moi, je m'attachais à ce qu'on parle de la souffrance des Palestiniens dès le 8 octobre. Toi, j'étais là pour vraiment dire, mais le 7 octobre, il y a un avant. Ça n'a pas plu certainement à certains collègues, mais je voulais vraiment contextualiser ce qui s'était passé et pas seulement réduire tout ce qui se passait à un massacre comme ça qui sortait de nulle part d'un chapeau et qui avait été fait au nom de quoi? D'une haine des Juifs? Non, il y avait d'autres réalités derrière tout ça. Pourquoi tu y parles d'Israël, par exemple? Parce que pour moi, le 7 octobre, ça a été le début d'une lutte importante dans le journal où je voulais rééquilibrer. On était quelques-uns, on n'était pas beaucoup à vouloir rééquilibrer le débat
parce que les médias, en général, avaient tendance à pencher totalement côté israélien, en se disant, mais le 7 octobre, c'est horrible, il faut dire que le Hamas est un groupe terroriste, il faut condamner ça, il faut condamner cette attaque. Si on commence à critiquer la réponse d'Israël, c'est qu'on soutient finalement le Hamas ou alors on est antisémite. Donc il y avait toute cette peur chez les journalistes qui saisissaient les rédactions, parce qu'il y avait aussi derrière le lobby pro-israélien qui était là à dénoncer tous les journalistes qui avaient essayé d'avoir une nuance en disant vous êtes antisémite. Donc ça a été une bataille très difficile dans le journal, mais j'ai quand même eu l'appui de ma direction. Donc ça, c'est rare. Et ça, il faut quand même le dire, que Marianne, il n'y a pas encore, jusqu'il n'y a pas longtemps, m'avait laissé une liberté d'écrire des papiers vraiment très critiques envers Israël, où je pouvais écrire massacre pour parler de ce que Israël faisait dans la bande de Gaza. Je pouvais parler de la Nakba. Toi, je pouvais contextualiser. J'ai même fait un reportage à Nantes où je suis allé voir des enfants qui secrètement avaient été... il y en avait une quarantaine qui avaient été ramenés par la France et qui étaient soignés par la France, des enfants amputés. Donc j'avais pu les voir leur famille, raconter leur histoire sur 15 000 signes, tu vois. C'est quand même beaucoup, 15 000 signes, c'est un long papier. Donc j'ai eu cette liberté. Parfois, je sentais que, il fallait que j'insiste, mais ça passait tout le temps et on m'a jamais censuré, tu vois. Et ça, faut quand même le dire, que Marianne, à l'époque, faisait un peu figure d'exception par rapport à ça. Il y avait d'autres magazines qui ont eu ce courage-là, mais c'était des médias qui étaient classés très à gauche déjà, tu vois. Marianne, on dit qu'on est à gauche, mais on n'a pas toujours été très à gauche. Et aujourd'hui, on ne l'est plus du tout. Marianne ne l'est plus du tout. Ensuite, il y a une nouvelle direction qui est arrivée. Elle est arrivée quand par Elle rapport est au arrivée, conflit en fait, elle est arrivée quasi un an après. Tu vois, elle est arrivée en janvier. Ouais. Et en fait, cette nouvelle direction a été parachutée par l'actionnaire, enfin le représentant de l'actionnaire. Ça appartient à qui Ça appartient à Daniel Kretinsky. C'est un Tchèque qui... encore, on revient à des milliardaires qui veulent infuser sur le débat et sur la société et sur ce que vont penser les lecteurs. Donc lui, il a une vision plutôt, je la classerais printemps républicain. Tu vois ce que c'est, printemps républicain ? Non, vas-y, explique. C'est un mouvement politique qui se réclame de la gauche, mais qui l'a quitté, la gauche, pour dire que la gauche est trop sympa sur l'immigration, qu'elle tape pas assez sur l'immigration. Il a Editis aussi, là. Oui, il a Editis. Aujourd'hui, il est... c'est un Bolloré. Il a un empire médiatique via l'édition et via la presse, donc via Marianne. Il faut dire que la ligne éditoriale de Natacha Polony ne convenait plus à l'actionnaire. Les couvertures qu'on faisait sur Macron, critiques envers Macron, ne convenaient plus à l'actionnaire. Nous, c'est ce qui nous a été dit en interne. Voilà, Natacha Polony, elle reçoit des pressions parce que l'actionnaire ne veut plus de ce genre de couverture-là. Natacha Polony, elle a été poussée vers la sortie. Finalement, elle est partie d'elle-même. L'actionnaire s'est dit, OK, comme il y a un poste vacant, moi, je vais nommer quelqu'un d'autre. Donc, il a nommé une nouvelle direction qui nous a été présentée. Nous, les journalistes, on n'avait aucun pouvoir. Hein. On n'avait pas le choix. Hein. On nous a dit, c'est eux, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Tu vois ? Ça s'est fait en combien de temps, le changement ? Ah, mais ça s'est fait de manière brutale. C'est-à-dire que Polony acte son départ fin décembre, début janvier. Le 9 janvier, il y avait quelqu'un d'autre. Waouh. Tu vois ? Donc, ils nous ont laissé les fêtes. Tu vois, sachant que pendant les fêtes, potentiellement dès janvier, on allait avoir une nouvelle direction qui allait pas nous convenir et qu'on allait perdre notre travail. Et ensuite, quand la nouvelle direction est arrivée, ils ont redéfini la nouvelle ligne du journal et sans qu'on ait notre mot à dire non plus. C'était, il faut être plus pro-business, donc moins s'attaquer aux grandes sociétés, aux milliardaires, tu vois. Il faut arrêter de taper sur les pouvoirs. De dire ça, c'est quand même dingue. Donc, pas taper sur les pouvoirs, c'était quoi ? Ça voulait dire quoi ? Qu'on arrête de critiquer l'entourage de Macron ? Ouais, c'était un peu ça, sous-entendu. Et surtout sur l'international, et ça j'ai halluciné, c'est que il fallait défendre les démocraties, même imparfaites. C'est-à-dire, du coup, c'est pas une démocratie. Quel pays ? Les démocraties imparfaites, ça voulait dire Israël. Oui, bien sûr. Israël. La France aussi. Oui, la France aussi. Mais ça sous-entendait que notre travail précédemment, c'était, on dénonçait les failles de certaines démocraties et qu'il fallait moins le faire et qu'il fallait davantage critiquer les pays autoritaires du Sud et les groupuscules autoritaires du Sud, c'est-à-dire le Hamas. Donc c'est comme si nous, avant, on avait été pro-Hamas, on avait été pro-Russie, pro-Chine. Enfin, moi, je l'ai pris personnellement. Mais c'est une vision ultra-fasciste. Non, mais c'est une vision surtout qui n'a rien à voir avec le journalisme, en fait. Oui. On n'est pas là pour prendre parti, on n'est pas là pour plutôt favoriser un camp plutôt qu'un autre, on est là pour dénoncer des faits qui sont dans tous les milieux, et y compris dans les démocraties dites imparfaites. Encore plus, je dirais même.
Mais non, mais bien sûr, encore Enfin, plus, partout, parce que mais- voilà, parce que surtout un pays qui se prétend démocratique, bah, il faut Ah oui. pouvoir démontrer que c'est une vraie démocratie. Là, c'est un espèce de label aujourd'hui important. D'ailleurs, tous les États autoritaires se prétendent démocratiques, quand tu regardes. Et dans Oui, leur oui, constitution fait que c'est démocratique, parce que parfois il y a des élections, parfois il y a des lois qui protègent la liberté d'expression, mais on va toujours te trouver une espèce de sous-texte pour te piéger et pour t'emprisonner, tu vois. Ouais. Cette nouvelle direction arrive et assez vite, je me dis, je vais prendre rendez-vous avec cette nouvelle direction et puis je vais leur poser des questions parce que là, moi, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que je vais continuer à rester ou pas dans cette nouvelle rédaction? Est-ce que je vais avoir la même liberté? Est-ce que je vais pouvoir Empiéter sur ce que t'as continuer à partir sur le terrain, mais surtout pouvoir couvrir Ouais. le conflit israélo-palestinien comme je l'avais fait auparavant, tu vois. Et puis je savais aussi que j'allais être pris à partie parce que quand ils ont annoncé la nouvelle ligne éditoriale sans que nous on ait notre mot à dire, je me sentais visé personnellement en fait. Tu Parce vois. que t'étais un des plus rentre dedans dans tes enquêtes. Ah bah bien sûr, et puis surtout, moi je m'étais attaché pendant cette année et demie à acheter des enquêtes et des reportages très critiques envers certains pays qui sont protégés plus que d'autres, certaines dites démocraties ou pays dites démocratiques comme le Maroc, comme tu vois Israël, ou en mettant en exergue en fait toutes les contradictions que dans le débat public ou dans le milieu journalistique, généralement, on va pas s'attaquer frontalement à la monarchie marocaine et on pense qu'elle est beaucoup plus démocratique que le régime algérien, alors que les deux sont des dictatures dans les faits. Tu vois, donc moi j'aimais bien aller là-dessus et essayer de briser des tabous de manière factuelle, tu vois. Sur Israël, j'essaie d'équilibrer le plus possible et de vraiment mettre en exergue les crimes commis par Israël, tu vois, pendant toute cette période. Et j'ai pas attendu des mois après de bombardement pour commencer à le faire. Je l'ai fait dès le 8 octobre, tu vois. Je me souviens, la première conférence de rédac qu'on a dès le lendemain du 7 octobre, je dis à tout le monde, attention, il faut savoir contextualiser et dire pourquoi ces gamins, ces jeunes du Hamas, qui sont des jeunes qui ont notre âge, ils ont pris la calache et ils ont pris des espèces d'ULM, ils ont traversé la frontière en sachant très bien qu'ils allaient mourir là-bas. Tu vois. Pourquoi cette volonté de tuer et de mourir? Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui les a amenés à ça en fait? Et la direction me dit, mais toi, en me pointant du doigt, toi, t'as un tropisme anti-israélien. Donc déjà, ils me disent ça. Tropisme anti-israélien. En plus, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire un tropisme israélien? Ça sous-entend que quoi, je suis antisémite ou enfin, tu vois, aujourd'hui, ça, Oui. dans le débat, ça sous-entend un peu ça. Oui. Alors, je dis pas que c'était leur propos. J'espère que non. Ils ont constaté, soi-disant, qu'on avait beaucoup trop couvert l'action israélienne, enfin les campagnes militaires israéliennes au Moyen-Orient, donc au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie. Qui est nécessaire pour une bonne information d'ailleurs sur ce sujet, sur tous les sujets. Mais... Ah, bien sûr, enfin, c'était important de le couvrir, mais on l'avait fait de manière quantitative, c'était trop pour eux. Et puis ensuite, on m'a rappelé, on m'a dit maintenant voilà la nouvelle ligne. C'est pas on m'a pas dit vraiment comme ça la nouvelle ligne, mais il y a de nouveaux impondérables qu'il faut que toi t'enregistres. Et ça va être comme ça maintenant, Marianne. C'est Israël est une démocratie et il n'y a pas de génocide en cours à Gaza. Voilà, on m'a dit c'est ça. Même en cours, ils ont dit. Non, il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de génocide. Moi, j'ai jamais écrit qu'il y avait des génocides un génocide dans mon papier. Moi, j'ai toujours dit en cours parce que tout ce qui se passe à Gaza, c'est écrit dans le terme génocide en fait. Mais bien sûr. Donc, je dis en cours parce que En fait, il ne s'agit pas de nier qu'il y a un génocide, mais moi, je ne vais pas l'écrire parce que j'attendrai qu'il y ait des décisions des cours internationales qui le statueront de toute manière. De toute façon, c'est évident aujourd'hui qu'il y a un génocide en cours à Gaza. C'est évident. Tout ce qu'on voit, tous les propos aussi des ministres, etc., qui sont génocidaires, mais vraiment, tous ces civils qui sont morts, toutes ces bombes qui tombent sur ces civils, c'est pas qu'il y avait soi-disant un terroriste du Hamas parmi ces gens-là. Tu vois, là, j'emploie le mot terroriste, mais je dirais un combattant du Hamas parmi ces gens-là. C'est que en fait, il y a des bombes qui sont jetées pour terroriser les gens, en fait, pour les pousser à partir, les pousser à bout. À un moment donné, quand il y a tellement de destruction, tu peux pas croire que, en fait, il y a toujours une cible parmi ces gens. Non. Il y a des gens qui ont été tués sciemment. Et d'ailleurs, j'ai fait pour Blast là, le témoignage d'un ancien réserviste israélien. Et il m'a dit, moi j'étais avec des gars
avec des collègues réservistes en 2018. On était à la frontière à Gaza. On était là pour s'assurer le maintien de l'ordre de la marche du retour. Et j'ai un pote qui a descendu un gamin de 17 ans et il en était fier. Wow. Et il a prétendu que c'était un accident. Non, c'est pas des accidents. Entre les copains, il était fier que je l'ai tué. Mais j'ai vu en fait qu'il n'était pas menacé. Tout le monde savait dans le bataillon qu'il a visé pour le tuer. Il voulait le tuer. Je pense que dans l'armée israélienne, il est évident qu'il y a aujourd'hui des crimes qui sont faits par pur plaisir et par pur sadisme. Et par pure xénophobie envers les Palestiniens. Non mais c'est pas, je pense. C'est évident quand tu vois les ambulanciers là qui sont fait tous dégommer. Ils avaient leur gyrophare. C'est pas une erreur. C'est qu'ils voulaient se faire des Palestiniens. Donc voilà, ce sont des crimes. Et c'est évident qu'un jour il y aura cette appellation officielle d'un génocide. Moi je l'ai jamais écrit. Donc ils me l'ont pas reproché ça, mais ils m'ont dit il y a pas de génocide. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils partent du principe qu'il n'y a pas de génocide. Et que c'est dans leur idéologie et qu'ils protègent Israël en disant ça, en fait. Pourquoi protéger Israël ? Pourquoi ce pays plutôt qu'un autre, tu vois ? Pourquoi on aurait peur de dire génocide pour un peuple qui a été génocidé ? Quand les faits sont là, faut le dire, tu vois ? Il faut le raconter. Et c'est un drame que Israël commette ça à Gaza. C'est un drame, c'est une honte, en fait. Et ça doit pas être une ligne éditoriale de dire qu'il n'y a pas de génocide, c'est tout. Comment toi, tu le sais ? En étant dans ton bureau, moi je leur ai dit, comment vous le savez, assis confortablement dans votre bureau à Paris, qu'il n'y a pas de génocide ? Mais partir de ce postulat-là, c'est plus factuel, c'est l'idéologie, c'est plus objectif. Et pareil, Israël est une démocratie. Moi j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, moi j'ai jamais écrit dans mes papiers qu'Israël était une dictature. Mais quand vous avez, on revient aux Arabes de 48 que j'ai connus quand je suis allé en Galilée, quand vous avez des Israéliens, les Arabes de 48, c'était des Israéliens de passeport, hein. C'est pas des Palestiniens, c'est des Israéliens. Quand vous savez que les Israéliens, les Arabes de 48, dans la loi, ils peuvent être expropriables n'importe quand. C'est-à-dire que l'État veut tes terres pour un projet immobilier, t'as pas le choix, tu dois céder à l'État ta propriété, ou tes terres, tes champs. Et que les Israéliens juifs, qui sont des colons venus d'Europe, n'ont pas cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et que si l'État veut leurs terres, eh bien, il doit racheter les terres, il doit avoir un accord. Bah là, tu vois bien que tu as deux citoyens. Tu as des citoyens de seconde zone, qui sont israéliens, et tu as des citoyens qui ont leur plein droit. Donc, comment on peut dire de certitude qu'aujourd'hui, Israël est une démocratie, si on ne peut plus débattre sur le fait qu'Israël est une démocratie ? Bah non, dans certains cas précis, c'est pas du tout une démocratie. D'ailleurs, tu vois, t'imagines si on disait que, par exemple, la Birmanie, alors ça n'a rien à voir, le conflit n'a rien à voir, la Birmanie qui a mené une épuration ethnique vis-à-vis des Rohingyas est une démocratie. T'as vu ce qu'ils font aujourd'hui Israël en Cisjordanie et en Palestine ? Comment on peut dire qu'encore aujourd'hui l'affirmer qu'Israël est une démocratie ? On peut en débattre, non ? On peut en débattre. Je suis pas là pour dire que c'est une dictature. On peut pas en faire une ligne figé en fait. On a juste à voir les journalistes qui sont ciblés et qui sont morts, c'est le conflit qui a le plus tué en moins de temps. Bah oui, des journalistes. Ils se placent 3e après la Syrie et je sais plus quel pays, sauf que eux c'est en 10 ans. Ouais. Et là c'est en 2 ans, tu vois. Ouais. Donc déjà juste ça, c'est que t'es pas démocratique. Bien sûr. Donc, quand tu vises des journalistes, bah oui, tu vises la vérité en fait. C'est ça. Il s'appelait Hassouna Slim, Fatima Hassouna, Ahmad Al-Kara. Journalistes dans la bande de Gaza, ils voulaient juste faire leur travail, celui d'informer au péril de leur vie. Et c'est pour ça que quand ils m'ont dit ça, moi j'ai essayé de débattre avec eux, j'ai vu qu'il n'y avait pas de répondant, je me suis dit mais je vais partir parce que je peux pas rester dans une rédaction qui nie en fait le principe même du journalisme et du débat. Une question qui a été posée par Bondy, pourquoi la reconnaissance officielle du génocide est si longue ? Alors qu'il y a des preuves, même le rapport d'Amnesty l'a récemment démontré. Il faudra un peu de temps avant de statuer. De toute façon, toute appellation de génocide a pris beaucoup de temps et a beaucoup été débattu dans l'histoire. Par exemple, le génocide au Cambodge de Pol Pot, qui a tué quand même un tiers de sa population. Pendant très longtemps, la France n'a pas reconnu le mot génocide. Le mot génocide, c'est un mot très politisé et qui met beaucoup de temps à être posé par les instances internationales, et il y a déjà certaines qui l'ont fait, comme tu l'as rappelé, Bondy, Amnesty, il y a aussi HRW, il y a aussi des risques génocidaires qui ont été, le terme a été employé par la Cour internationale de justice. Ça met du temps, mais surtout, il y a un manque d'accès d'enquêteurs internationaux sur le terrain. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'Israël refuse l'accès à tout journaliste et à tout enquêteur neutre
de se rendre sur place. Et d'ailleurs, moi j'ai peur qu'Israël, en continuant cet embargo sur Gaza, en fait, efface toutes les preuves de ce génocide, tu vois. Mais bon, après, en ayant rasé totalement Gaza, c'est une preuve en tant que telle. C'est une preuve en tant que telle. Mais des crimes, il y en a eu énormément. Et certainement qu'on ne retrouvera jamais les traces de ça. Ouais. T'as Papy Tricot qui nous dit « L'usage des téléphones vient pas mettre des bâtons dans les roues à ce projet de suppression de preuves ». Bah si, en réalité, parce qu'il y a eu beaucoup de screens. Je sais qu'il y a Meta qui ont fait un gros travail de suppression justement de ces vidéos. Oui, bien sûr. Après, les Palestiniens, journalistes, les civils nous envoient régulièrement des vidéos qui parlent d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, il y a Forbidden Stories qui a fait un travail en open source pour documenter l'assassinat de journalistes palestiniens par l'armée israélienne, et ils l'ont fait via des vidéos qui viennent de la bande de Gaza. Donc on arrive toujours en fait à recouper via des courageux Palestiniens qui nous envoient les vidéos. Puis je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont dû garder toutes les vidéos. Bien sûr. Comme est notre état de Puis il société. y a une organisation. Les journalistes palestiniens sont bien organisés. Ils sont soutenus par Al Jazeera. Il y a des gens de la diaspora palestinienne qui les aident. Il y a des journalistes français qui les aident. Enfin, heureusement, il y a une solidarité. Et donc du coup, tout ça pour en revenir sur le fait qu'ils t'ont empêché de dire certains mots. C'est pas empêché, c'est-à-dire que je suis pas arrivé là. C'est quoi cette clause alors ? Comme tout salarié, quand tu rentres dans une entreprise, tu as une clause de confidentialité de ce que tu devrais pas dire, révéler une fois que tu aurais quitté l'entreprise. De stratégie de l'entreprise, etc. De conversations que tu aurais eues en aparté. Ça, c'est une conversation que j'ai eue en aparté, que j'ai rapportée sur la place publique, parce que je trouvais que c'était très important que moi j'en parle, et pour que le public sache que parfois ça arrive dans la rédaction, ce genre de drame en fait. Parce que c'est un drame, c'est un drame pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. C'est terrible en fait qu'il y ait des gens comme ça idéologisés qui aient ce genre de discours, et que moi, en fait, on me poussait vers la sortie aussi. On me disait un peu en sous-texte, soit tu restes et tu tiens un carreau et finalement tu vends un peu ton âme, tu fais ce que nous on t'ordonne de faire, c'est-à-dire ce qu'ils m'ont dit là, soit tu pars en signant ces contrats, et puis même mon contrat de départ, c'est ma clause de conscience que j'ai pris. Je vais réexpliquer ce que c'est la clause de conscience, mais j'avais des clauses qui m'interdisaient de parler en fait. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus important pour le débat public aujourd'hui. Les gens ont le droit de savoir en fait ce qui se passe dans les rédacs parfois. Est-ce que les journalistes, certains journalistes sont soumis à certaines choses comme Mais ça, c'est même dans notre rôle. Bien sûr, dans notre rôle d'informer. Donc moi je suis allé au-delà de ça. Pour informer en fait les gens, et que les gens sachent que ça se fait, et qu'aujourd'hui on vit une époque un peu noire où ce conflit, on ne peut pas réellement ou pas facilement le couvrir, tu vois, et de manière très factuelle, encore une fois. Il ne s'agit pas de prendre parti entre les deux, mais c'est difficile aujourd'hui, et moi j'ai perdu mon travail pour ça. Bon, ça a été mon choix. Toi, t'es parti du coup ? Ouais, c'est mon choix. Ça a été mon choix de partir, de prendre la clause de conscience, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle direction, la loi protège les journalistes et leur offre un petit parachute financier, c'est-à-dire une année d'ancienneté multipliée par ton salaire brut. Il se trouve que la clause avait été bonifiée par l'entreprise qui voulait pousser vers la sortie des journalistes, donc rendre les clauses plus attractives. Donc je suis parti avec un peu de pognon, et je suis parti avec le chômage que je vais toucher à la fin de l'année. Donc ça m'a permis de ne pas me retrouver sans rien en partant, mais j'ai quand même perdu mon job, tu vois. Ça a été mon choix, c'est-à-dire que je me suis dit, il est hors de question que je me censure, ou que j'ai peur d'écrire sur certaines choses, ou qu'on me pousse à partir en m'interdisant certains termes, parce que moi je sais que je ne ferai pas de concession sur la réalité, sur les faits, tu vois. Du coup, cette clause, tu l'as signée ? Bah oui, évidemment, oui. Et donc là, tu vas peut-être avoir des problèmes. Je sais pas. Mais dans tous les cas, tu ne te vois pas ne pas le faire, quoi. C'est fait. Oui, c'est sûr. Ça doit être quelque chose qui doit être dit publiquement, et c'est pas... je suis pas là à condamner Marianne en disant « Regardez... ce journal, ce qui est devenu... » Non, parce que j'ai encore des collègues que j'apprécie là-bas qui ont fait le choix de rester. On est une quinzaine à être partis. Donc j'ai des collègues que j'apprécie qui sont restés, qui sont des bons journalistes, qui, je crois, essaieront que la balance ne penche pas trop d'un côté. Ils continueront à faire du bon travail. Moi, je souhaite que Marianne perdure et puisse continuer d'exister, parce que un média qui change de ligne éditoriale, ça arrive malheureusement.
Mais un média qui cesse d'exister, c'est un drame, tu vois, c'est un petit bout de démocratie qui disparaît. Après, tu me diras, CNews qui part, c'est pas long. Non, bien sûr, mais je vais pas comparer Marianne à CNews, bien qu'il y a des couves que je trouve sordides de la part de Marianne, mais ça, c'est mon opinion. Oui, c'est notre opinion. Là, il y a RSF qui a fait une enquête où il y a plus de 500 journalistes qui sont impactés, donc il y en a même plus, mais juste 500, même plus de 500, qui sont impactés par le monde de Bolloré sur ces clauses. Donc là, c'est des clauses de confidentialité, c'est au départ, mais voilà. Donc il y a énormément de journalistes qui souffrent de ça et c'est très important. J'en ai parlé pour un reportage à Blast. Ces clauses utilisées massivement, elles permettent vraiment d'acheter le silence de centaines de journalistes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut faire en sorte que des journalistes ne s'expriment pas sur ce qu'ils ont pu voir dans leurs médias et en fait utiliser massivement, ça reste quand même très dangereux. Alors là, il y a une autre question qui m'a été posée. Est-ce que tu as des contacts avec des rédacs plus proches de tes idées? Alors, pour celles et ceux qui me suivent, je travaille un peu... Non mais totalement, moi c'est Blast... j'ai commencé à collaborer avec Blast dès le mois d'avril. Et puis bon, moi je travaille depuis pour un certain temps pour le Monde Diplomatique, que j'apprécie beaucoup, que je vous invite à vous abonner sur le Monde Diplo. C'est 5 €. Tous les mois, tu as un super journal où tu réfléchis. Il y a une vraie indépendance éditoriale. Donc les Mondes Diplo, c'est passionnant. Et puis, moi, je travaille pour La Croix qui est un super journal. Je continue à travailler pour Orient 21, Afrique 21, qui sont des rédactions libres, indépendantes, qui font un vrai travail sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc tout ça, en fait, je continue à collaborer avec eux. Je travaille aussi en Belgique pour Le Vif, Le Temps en Suisse. Enfin, j'ai encore des rédactions qui me connaissent, qui me font confiance et qui m'ont relancé juste après, en fait, être parti de Marianne. Une question qui m'obsède, Netanyahou a une supériorité, il a l'ascendant sur Trump, c'est palpable et visible à travers la gestuelle lors de la rencontre. Pourquoi? Comment Netanyahou peut autant influencer pour ne pas dire décider à la place de Trump? Non, moi je pense pas que Netanyahou ait une ascendance sur Trump. Je pense que surtout il y a dans le camp de Donald Trump les évangélistes, comme je disais, qui eux ont tout intérêt à ce qu'Israël continue sa colonisation. Et surtout Trump et Netanyahou pensent la même chose, c'est-à-dire que ils ont cette xénophobie envers les Arabes. Ils ont cet impérialisme territorial décomplexé on va se dire, ce peuple-là, on va l'annexer, ce territoire, on va l'annexer. Trump avec le Groenland, etc. Ouais. Bah là, c'est un peu pareil, Netanyahou avec la bande de Gaza. Donc, ils sont totalement décomplexés là-dessus. Et puis, surtout, aujourd'hui, il y a une grande partie du peuple américain qui soutient à fond Israël, parce qu'il y a cette xénophobie qui monte, cette extrême droite qui est très présente, qui est très particulière, qui n'a rien à voir avec notre extrême droite en Europe, mais qui est très anti-arabe, si je puis dire. Ouais, voilà. En termes de questions, je pense qu'on est bon, et je pense qu'on est bon même pour la fin du live. Je sais pas ce que vous en avez pensé. T'as kiffé ou pas? Bah ouais, moi j'ai bien aimé cet exercice-là, et puis parler à des gens qui ne me connaissent pas forcément. Non mais c'est vrai, au début on peut parler de tout et de rien, mais ce qui est important c'est de parler de sujets un peu inconnus et qu'on mette un peu de la lumière sur des causes invisibilisées. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv, en fait. Et c'est ce que j'ai répondu à la direction de Marianne. Je leur ai dit, moi, j'ai pas un tropisme anti-israélien. Moi, mon seul tropisme, c'est les civils. Peu importe de quelle que soit leur nationalité, quelle que soit... Et les civils qui souffrent, les innocents qui souffrent, les persécutés, les opprimés, moi, ça a toujours été ce pourquoi je fais ce métier, en fait, tu vois. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, je vous dis ciao et merci de nous avoir suivis. Salut la team. Salut la team. Qui est un grand reporter. Ouais, grand, j'aime pas le terme grand, c'est un peu pompeux. Tu sais, c'est les trucs, tu sais, c'est les... Non, je parlais de ta taille. Ah ouais, je suis pas si grand que ça. À votre avis, je fais quelle taille? Non, me baisse pas.